les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Ces vieilles chansons qui tournent. Alors, chers auditeurs de la plus belle et de la plus grande et de la pertinente radio communautaire en Estrie, et je parle évidemment de C. Félix qui sévit sur la bande FM 95.5. Vous aurez peut-être reconnu au micro votre animateur préféré un mercredi sur deux sur l'heure du dîner, et je me nomme évidemment Étienne-Alexis Boucher, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexion. Cette émission permet à nos deux organismes, à ces deux organismes que j'ai le privilège de diriger, d'assumer en partie leur mission, à savoir de faire rayonner la culture et l'histoire nationale du Québec, sa langue belle, de même que de contribuer au développement global de la nation québécoise, notamment en favorisant le débat citoyen non partisan et l'éducation populaire, puis de défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois. Aujourd'hui, au menu, pour l'une des deux émissions qu'animera le Droit collectif Québec et la Société nationale ACFLX au cours de ce mois d'octobre 2025, on revient sur un moment très fort, un moment marquant, un moment tragique de l'histoire du Québec, soit la crise d'octobre qui a lieu en 1970. Ça fait déjà donc 55 ans de cela. Un souvenir qui, pour plusieurs, est encore extrêmement vivace alors qu'ils l'ont vécu dans leur chair. Des centaines de Québécoises et de Québécois ayant été emprisonnés sans aucune accusation et des emprisonnements qui n'ont jamais donné suite à de quelconque procès. Cela durant plusieurs jours sans pouvoir consulter un avocat. C'était évidemment comment dire, une façon de brimer leurs droits les plus fondamentaux. En fait, cette crise d'octobre fait référence à une série d'événements qui se sont déroulés au Québec à l'automne 1970. Elle est le point culminant d'une longue série d'attentats perpétrés par le Front de libération du Québec, ou FLQ, un mouvement indépendantiste militant qui a eu, en fait, dont son existence là a surtout été importante entre 1963 et 1970. Ça a surtout commencé le 5 octobre 1970 lorsque la cellule Libération du FLQ a enlevé le diplomate britannique Richard Cross. 5 jours plus tard, la cellule Chénier enlevait le ministre Pierre Laporte, qui était ministre du Travail et de l'Immigration du Québec. Et c'est à ce moment que la crise d'octobre a été véritablement déclenchée, alors que le 15 octobre 1970, la police tente de faire régner l'ordre. Le gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau met en place la loi sur les mesures de guerre le 16 octobre 1970 à la demande du premier ministre québécois, M. Robert Bourassa. Et c'est grâce à l'utilisation de cette loi inique que les autorités ont arrêté 500 personnes, soit des artistes, des nationalistes, des syndicalistes et des intellectuels, cela sans mandat aucun. Les troupes armées se sont mobilisées dans certaines villes afin de calmer les protestations et surtout, finalement, d'occuper militairement notre métropole nationale, soit Montréal. C'est une loi qui est demeurée en vigueur jusqu'en avril 1971. Et une crise qui a aussi dans le fond vu qui a fait l'objet du sort tragique finalement de Pierre Laporte, qui finalement décède alors qu'il est toujours prisonnier. Son corps est découvert le 17 octobre 1970. Pour en parler, on aura le bonheur d'accueillir à cette émission un véritable passionné d'histoire, soit Monsieur Félix Rose, qui développe tout jeune une conscience politique et sociale. À son adolescence, il tombe en amour avec le cinéma direct et l'œuvre de Pierre
Perrault. Après des études en cinéma et en télévision, Monsieur Rose a fait ses premières armes comme monteur et scénariste avec la web-série Temps mort de 2010-2012. Il se lance ensuite dans la réalisation avec le documentaire Avec la gauche, qui est publicisé en 2014 et co-réalise en 2017 le documentaire Yes, dans lequel un artiste québécois va à la rencontre des Écossais à la veille de leur référendum sur leur souveraineté. En 2020, il réalise le documentaire Les Roses, qui est l'aboutissement d'une quête visant à mieux comprendre le passé de son père, le felkiste Paul Rose, et de sa famille. La même année, il co-réalise une série d'enquêtes de 6 épisodes, le dernier Felkiste, sur l'assassinat non résolu du felkiste François Mario Bachand et l'histoire des différents réseaux du Front de libération du Québec. En 2024, il complète Québec Rock, une série de 4 épisodes sur la rivalité musicale entre deux groupes de rock québécois, Offenbach et Corbeau. Et enfin, la même année, il réalise le documentaire La bataille de Saint-Léonard, qui porte sur la crise linguistique qui a mené à l'adoption de la Charte de la langue française, plus connue sous le nom de loi 101. Alors, c'est une émission. Voilà, la table est mise pour une émission que j'avais extrêmement hâte de vivre en votre compagnie, de même qu'en celle de Monsieur Félix Rose. Et comme à notre habitude, nous irons tout de suite en pause musicale pour faire entendre une première chanson intitulée Le bruit des origines, chantée et imaginée par Okoumé. Perte d'identité, paranoïa d'un monde bouleversé, fin de siècle oblige, on a tous le vertige. Pour savoir où l'on va, faut savoir par où on est allé. Pour éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer. C'est le cri d'un peuple, c'est le bruit des origines, c'est le moment, c'est l'heure de retrouver nos racines. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Globalisation, extension des marchés, on tue la terre à force de l'exploiter. Plaie ouverte trop vive, on vogue à la dérive. Pour savoir où l'on va, faut savoir par où on est allé. Pour éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer. C'est le cri d'un peuple, c'est le bruit des origines, c'est le moment, c'est l'heure de retrouver nos racines. Hey, hey, yeah. Oh, oh, yeah. Hey, hey, yeah. Oh, oh, conscientisation, volonté de changer, ne pas attendre, c'est à nous de bouger. Fin de siècle oblige, c'est vers quoi on se dirige. Pour savoir où l'on va, faut savoir par où on est allé. Pour éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer. Hey, c'est le cri d'un peuple,
Alors, c'était l'artiste québécois Okoumé et sa chanson Le bruit des origines qui est évidemment en lien avec le sujet dont on parle aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Félix Rose, qui d'ailleurs, je tiens à le spécifier, nous a fait le bonheur de nous monter les choix musicaux qui vous sont présentés aujourd'hui. D'ailleurs, je le remercie énormément pour ça. D'abord, Monsieur Rose, permettez-moi, au nom de toute l'équipe là, de la Société nationale de droit collectif Québec et de la radio communautaire de CFLX, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre humble invitation. Nous qui avions envie de souligner dûment un événement évidemment des plus importants, des plus marquants dans l'histoire du Québec, soit la crise d'octobre qui a lieu il y a déjà 55 ans. Aussi, question de tranquillement pas vite là, monter la table à une émission, comme je le disais là, d'entrée de jeu, que j'avais très hâte de vivre avec en votre compagnie. Est-ce que vous accepteriez de nous parler un peu du contexte global et mondial dans lequel se déroula finalement cette crise, alors que, un peu à l'effet des rébellions des patriotes 1837-1838, là, cette crise d'octobre s'inscrit dans une période mondiale extrêmement critique, extrêmement mouvementée, marquée par l'existence de nombreux mouvements de libération nationale et révolutionnaire, une période au cours de laquelle la violence politique était considérée à quelque part comme étant légitime, nécessaire. Et là, par exemple, je pense à la révolution cubaine menée par le charismatique Ernesto Guevara Che, à la Bolivie, aux pays du continent africain qui sont tous devenus indépendants dans la foulée de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'Irlande, à la Palestine avec le groupe Septembre Noir, voire à la légende entourant certaines figures liées aux terroristes tels que Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos le Chacal. Autrement dit, Monsieur Rose, le Québec, en 1970, n'était pas absolument coupé de ce qui se passait dans le monde, mais au contraire, ce qui se passait dans le monde a aussi résonné chez nous. Oui, effectivement, parce qu'il faut se dire aussi qu'à l'époque, il y avait eu la révolution cubaine en 1959. Et c'est clair que ça avait beaucoup influencé des gens qui trouvaient que, admettons, qui étaient indépendantistes, qui étaient dans des groupes comme le RIM, et qui trouvaient que ça allait pas assez vite pour eux, qui avaient rejoint le SLQ, parce que le SLQ disait que l'indépendance pouvait se faire seulement par les voies clandestines, parce que les voies démocratiques étaient bloquées. Et comme vous aviez aussi bien énuméré, c'est vrai que ça s'inscrivait dans un contexte mondial. Tu sais, il y avait eu la guerre en Algérie, il y avait le mouvement d'émancipation en Afrique. Qu'est-ce qui a inspiré le SLQ aussi? C'était l'Amérique latine. Il y avait les Tupamaros qui faisaient qu'ils enlevaient des politiciens en échange de demandes. Donc, on s'inscrit dans ce contexte mondial-là qui fait que le SLQ, faut comprendre, ça n'est pas en 70. Ça a commencé en 63 et on retrouve des Selkis qui se sont retrouvés à combattre avec des Palestiniens. On a trouvé, il y a Selim et Salem que Pierre Nadeau retrouve en 70 qui combat dans des camps palestiniens. Tu as eu une formation une délégation du FLQ à Alger, tu en as eu une à Cuba, tu en as eu aussi en France. Donc, ça s'inscrivait dans un phénomène mondial où les peuples qui avaient été opprimés voulaient s'émanciper. Puis à l'époque, on avait le sentiment que la seule façon que ça pouvait se faire, c'était par la clandestinité, donc par la violence. T'sais. C'est vraiment très intéressant parce que on va en parler là, un peu a posteriori. On a voulu un peu redéfinir la crise d'octobre 1970 et finalement mettre l'accent sur la violence perpétrée par le Front de libération du Québec. Mais il faut comprendre l'époque. Là, on ne peut pas regarder cette époque avec les yeux d'aujourd'hui où évidemment on considère toute violence politique comme étant des plus condamnables. Mais on comprend que ce mouvement-là finalement, était un peu de son temps, quoi. Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, faut comprendre que la violence, c'est souvent une réponse à la violence. Tu sais, l'époque amenait à ça. Faut comprendre, mettons, des gens comme mon père, Paul Rose,
Lui, il croyait aux moyens pacifiques. Je veux dire, au début, il participait à toutes les manifestations. Il avait même monté une maison du pêcheur, qui est un lieu d'échange politique à Percé. Puis à chaque fois, il y avait de la répression. Il faut comprendre qu'il y a eu la Révolution tranquille. Il y avait beaucoup de gens de la classe ouvrière qui se sont retrouvés soudainement à l'école, au cégep, aux études supérieures. Et ils ont comme emmagasiné un savoir qui se ramenait dans leur famille et ils trouvaient que les changements sociaux allaient pas assez vite. Donc, les gouvernements de l'époque, à un moment donné, ils trouvaient que les jeunes avaient trop de revendications, ça allait trop loin. Donc, il y a eu des mesures répressives. On a arrêté des leaders syndicaux, des groupes sociaux. La police, il y a eu plein d'événements où la police faisait dans le tas. Il y a même eu des lois avec le fameux samedi de la matraque, par exemple, où on pouvait pas manifester à Montréal seulement pour la Coupe Grey, ce qui fait qu'il y a des gens comme mon père, mon oncle, se sont radicalisés en se disant, mais la seule façon de se faire entendre, c'est par la clandestinité, parce que les voies démocratiques sont bloquées. Et ça, on retrouvait ça dans d'autres pays aussi. Puis, comme je disais, à force de recevoir des coups, à un moment donné, sans justifier ou approuver, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui se calment de la répression, de la violence, et qui décident d'en donner des coups de leur côté. Et c'est un peu ça qui a amené à la crise d'octobre. C'est donc une réaction, on ne peut plus humaine, bien qu'évidemment, on se doit de le répéter, là, on condamne toute violence politique, mais donc, ici même, on est au Québec, le territoire national d'un peuple réputé des plus pacifistes. Finalement, les idées politiques portées par le mouvement révolutionnaire du Front de libération du Québec avaient une assise beaucoup plus répandue. Je pense qu'on veut bien le faire croire aujourd'hui, a posteriori. Par exemple, la fameuse lecture du manifeste du Front de libération du Québec à la télévision en avait rejoint plusieurs. Selon mes souvenirs, ce n'est que suite à la découverte du corps du ministre Laporte que l'appui des Québécoises et des Québécois envers les revendications felkistes a évidemment piqué du nez. Qu'est-ce qui, selon vous, expliquait cette certaine popularité du programme felkiste? Mais qu'est-ce qu'on retrouvait là avec le FLQ? Souvent, qu'est-ce qu'on entendait à la population? C'est que les gens disaient on n'est pas d'accord avec leurs moyens, mais on est d'accord avec leur analyse. Puis c'est sûr que la lecture du manifeste à Radio-Canada, ça a été un des meilleurs coups du FLQ, parce qu'ils mettaient dans des mots assez crus, populaires, tout le ressenti, l'oppression vécue par les Québécois qu'on appelait les Canadiens français. Donc, c'est sûr que ça touchait beaucoup de monde. Et évidemment, quand il y a eu la mort de Pierre Laporte, les Québécois, c'est pas un peuple violent. Donc, c'est sûr que ça l'a comme les Québécois ont décroché, c'est sûr. Donc, ils approuvaient vraiment pas le geste. Donc, ça l'a comme mis fin au FLQ. Après le FLQ, il y a eu d'autres cellules après. Souvent, il y avait des gens de la GRC qui avaient infiltré, mais c'est sûr que ça l'a mis fin à ce mouvement-là. Puis tu avais René Lévesque qui était contre la violence, avait déjà dit que le FLQ, c'est pas la maladie. Et le FLQ, c'était le symptôme de maladie. Puis faut se remettre dans le contexte encore que les gens qui étaient là-dedans, c'est qu'ils disaient jamais il va y avoir un parti indépendantiste qui va être élu démocratiquement parce qu'on pense à l'élection d'avril 70. Il y a eu des mesures répressives où il y avait des camions de la Brinks qu'on a envoyés, on a fait un coup monté, on a envoyé en Ontario. On a voulu faire peur aux Québécois en disant que les capitaux du Québec s'en allaient. On a fait voler des jets aussi. Donc, le PQ, qui avait eu pourtant 20% de vote, se retrouve avec moins de 10 sièges. Donc, c'est sûr que ça a découragé des gens en disant, dans le système actuel de cette époque-là, c'est impossible qu'un parti démocratique va être élu démocratiquement parce que, on va dire, l'autre camp ne joue pas avec les règles du jeu. Puis forcément, on sait qu'est-ce qui s'est passé. La crise d'octobre a été une espèce de réveil collectif
positif parce que à l'époque, on pensait jamais que Canada, Ottawa, pouvait aller aussi loin dans la répression. Tu sais, il a digné beaucoup de monde. Quand on a arrêté une 500 personnes juste parce que c'était des souverainistes, là, souvent c'était des gens qui avaient rien à voir avec le CLQ. Donc, ça a même le fait qu'on envoie l'armée pendant des mois, la loi des mesures de guerre, ça a généré des souverainistes. Il y a des gens qui sont devenus indépendantistes là. Et 6 ans plus tard, le Parti québécois arrive et ça coïncide avec la fin de la violence politique parce que eux ils disent mettons tous les gros débats de l'époque qui en causaient la violence, ça avait l'indépendance, ça avait la langue française, ça avait la question syndicale. Lui, quand il se fait élire, il dit nous on va tout régler ça par les voies démocratiques. Donc, il fait un référendum qui est perdu, mais qui montre que la question peut se faire de façon démocratique. Il adopte la loi 101 qui met à la violence linguistique. Et il adopte la formule Rennes, les lois anti-CAD qui atténuent la violence dans les syndicats, dans les chantiers de construction. Donc, tu vois que une des raisons pour lesquelles l'époque était très violente, c'est qu'il y avait des idées qui s'incarnaient pas dans les partis qui étaient élus au pouvoir à l'époque, et ça l'a changé avec l'arrivée du Parti québécois en 76. Ça n'a pas tout réglé. Je veux dire, le PQ, c'était pas le Messie, mais ça l'a mis fin à une certaine violence politique au Québec. C'est toute une mise en bouche, Monsieur Rose, pour cette entrevue. Si vous le permettez, on va aller à la deuxième pause musicale qui, à votre suggestion, sera incarnée par la diffusion de la chanson Le chant d'un patriote, chantée et imaginée par Monsieur Daniel Boucher. Chanson de Monsieur Félix Leclerc. Ça s'appelle Le chant d'un patriote et c'est une chanson engagée. Demain je pars pour la guerre avec mon grand chien qui aboie. Des cailloux pleins, ma gibecière et à mon côté gauche, le droit. Je vais tuer Sa Majesté, qui dit m'attendre, qui dit m'aimer, ben oui. 100 fois par jour, elle me trahit. On doit mourir quand on trahit. Je suis seul de mon équipage. Les gens d'ici sont peu violents parce qu'ils ont viande sous la dent et ventre plein n'a pas de rage. J'ai dans mon sac 45 trous, chansons, lacets, magie, beaux trous. Je me prépare à cette guerre depuis l'esclavage de mon père. Mes généraux sont des rivières et mon état-major, le vent, oui, mais c'est lui qui me tient au courant des mauvais coups qu'on va me faire. Majesté, je suis devant vous, sujet sans terre et sans patrie. Vos étrangers nous ont tous pris, j'ai l'arme au poing, défendez-vous. Avant d'atteindre la colline, avant de crier feu et vas-y, on m'a refait plier les chaînes. Je suis un pou dans ce pays. En même temps, je suis un géant qui a bâti géant soumis.
qui a dormi, qui dort encore. Pourtant, il est midi et demi, si demain, main dans les fers, vous me rejetez à l'exil. Quelqu'un viendra finir ma guerre, peut-être votre fils, ainsi soit-il. Quelqu'un viendra gagner ma guerre, j'espère, peut-être mon fils. Ainsi faut-il. Prenez soin de vous autres, à la prochaine. Merci. Alors, c'était le chant d'un patriote de Daniel Boucher. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion qui aujourd'hui revient sur le 55e anniversaire d'un moment tragique dans l'histoire du Québec, soit la crise d'octobre 1970. On a le bonheur d'être en compagnie de Monsieur Félix Rose, qui est un scénariste, une vedette montante du cinéma québécois, qui est bien établi là, depuis quelques années. Monsieur Rose, dans les premières questions à propos desquelles nous avons discuté, là, vous avez fait référence là oui, le FLQ a commis des gestes d'une grande violence, inacceptable bien évidemment, mais une violence qui était au fond une réponse aussi à la violence perpétrée par l'autre partie, par l'État fédéral, qui, finalement, par toutes sortes de trucs, de subterfuges, là, visait à bloquer l'expression démocratique de la volonté des Québécoises et des Québécois. Par exemple, on parle moins de la violence commise à ce moment par l'État fédéral, soit l'adoption de la fameuse loi sur les mesures de guerre et l'occupation réelle, concrète de Montréal par l'armée canadienne, au cours de laquelle nos droits et libertés ont été littéralement bafoués. N'est-ce pas un peu ironique que cette occupation militaire ait été décidée par un homme qui se voyait comme la fine fleur de l'élite démocratique, un homme se targuant de compter parmi les plus grands hommes d'idées du débat? Au fond, Monsieur Rose, est-ce que la crise d'octobre ne fut-elle pas une occasion en or pour le gouvernement québécois de faire peur au peuple québécois afin de mater à jamais cette volonté d'émancipation nationale en utilisant un niveau de violence complètement disproportionné quant à l'état réel des forces en présence? Mais c'est sûr que Pierre-Éliott Trudeau, qui a été élu en 68, il a été élu avec la promesse qu'il allait mettre au pas les nationalistes québécois. Donc, il partait avec cette mission-là. Et je ne crois pas qu'il a fait des gestes délibérés. Moi, je pense qu'il a récupéré des événements politiques. Et c'est sûr que la crise d'octobre, avec l'ampleur que ça l'a pris, il l'a récupéré. Puis il a décidé de faire, qu'est-ce qu'on sait, la loi des mesures de guerre. Et oui, effectivement, c'était une façon de briser les reins aux indépendantistes, aux nationalistes qui étaient dans l'espace public. Et à court terme, ça a marché. C'est sûr que ça a créé de la peur. Tu sais, c'est quand même, c'est assez, quand on dit on arrête des poètes, des artistes comme Pauline Julien, Gaston Miron, Gérald Godin, tu sais, c'est des gens qui avaient rien à voir avec le FLQ. Parce que les gens qu'on soupçonnait d'être dans le FLQ, ils les mettaient pas en prison, ils les suivaient. Donc, ceux qui envoyaient appartenaient pendant la loi des mesures de guerre, c'était juste des sympathisants indépendantistes, là. Donc, c'est du monde. Donc, oui, il y avait de la répression, il y avait une façon de leur faire peur. Puis à court terme, ça a probablement marché, mais à long terme, je te dirais que ça a fait l'effet contraire. Parce que, comme je disais tantôt, la loi des mesures de guerre, c'est un traumatisme collectif. Ça a montré jusqu'où le fédéral pouvait aller. Et il y a des gens qui sont réveillés puis on dit, tu sais, là on voit comment le Canada nous considère le Québec et jusqu'où qu'ils peuvent aller. Donc c'est sûr que ça l'a changé. Le monde a regardé Trudeau et le Canada différemment après la crise d'octobre et c'est probablement un des éléments qui fait que 6 ans plus tard, il y a un gouvernement indépendantiste qui est au pouvoir, pas parce qu'il est dans la continuité du FLQ, au contraire, c'est parce que lui il dit nous on va appliquer les solutions mais de façon démocratique. Donc d'une certaine façon le FLQ donnait
la légitimité au PQ, parce que le PQ disait non, on est contre la violence. Nous, on pense qu'on peut réussir à devenir un gouvernement dans le système actuel, et de fait même, il avait raison. Donc, c'était un peu comme l'anti-FLQ, parce que les gens, comme je te dis, qui étaient dans le FLQ, c'est des gens qui ne croyaient plus au système démocratique, parce qu'ils disaient que le système démocratique allait toujours les tromper et allait toujours tricher. C'est vraiment, comment dire, je vous remercie beaucoup d'apporter ce regard qui est nécessairement très différent, bien que bien campé dans avec une assise des plus solides, alors que pour produire votre film là, sur la crise d'octobre, là, vous avez consulté évidemment de nombreuses sources documentaires, notamment aux Archives nationales. Monsieur Rose, bien que nous sommes à une radio communautaire, il y a quand même des pauses publicitaires qui sont prévues à la moitié de l'heure. On y est, on a même un peu dépassé. Je vous invite à rester avec nous. On en a pour à peine 90 secondes et tout de suite, on revient avec cette passionnante entrevue en compagnie de Monsieur Félix Rose qui porte sur la crise d'octobre 1970. Il est midi 32 minutes. Le jeudi 23 octobre, venez célébrer et soutenir la culture à Brompton. Joignez-vous à nous pour l'événement Bière et Saucisses au bénéfice de la Maison des Arts et de la Culture de Brompton et de chez Praxed. Sous la présidence d'honneur d'Olivier Jean, propriétaire du Gars du Lac, profitez d'un souper 5 services signé Festin Royal, les savoureuses saucisses du IGA Marché Fort finement agencées aux bières du Boc et Bière. Musique, peinture en direct et tirage tout au long de la soirée. Pour que la culture continue de faire battre le cœur de notre communauté, achetez votre billet avant le 13 octobre au maculturebrompton.com/nous soutenir. Le marché public de Sherbrooke, c'est l'endroit rêvé pour acheter local, jaser avec les producteurs et productrices et repartir le panier plein de produits frais aux saveurs locales. Rendez-vous au marché de la Gare et au marché de Lennoxville tous les samedis de l'été. Bon marché! Prêtez l'oreille à notre émission Diapason. Depuis de nombreuses années, je vous propose les dimanches matins en musique classique. Désormais, de 9h à midi, venez vous reposer en appréciant les grandes œuvres des grands compositeurs. Quelles que soient vos occupations, parlez-en aussi à vos amis et connaissances qui aiment découvrir ces belles œuvres. Ensemble, découvrons Diapason. Pas pire la musique sur CFLX 95.5 FM. Quand je vous disais que c'était pas long comme pause, alors je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions qui porte aujourd'hui sur la crise d'octobre 1970. On a le bonheur de recevoir pour cette entrevue Monsieur Félix Rose. Monsieur Rose, après avoir dressé un portrait très global, très factuel, avec des opinions politiques malgré tout, hein, on est en mesure de le faire. Nous ne sommes pas des analystes ni des scientifiques. Allons-y, si vous le voulez bien, avec des questions un peu plus personnelles, mais évidemment, toujours étroitement liées à la crise d'octobre. Je le disais en début d'émission, Félix Rose, vous avez produit le film documentaire Les Roses, 50 ans après la crise d'octobre, soit en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir corps et âme dans cet ambitieux projet? Est-ce que c'était une quête personnelle, un devoir de mémoire? Est-ce que c'était les deux en même temps? Et là, je tiens à souligner que l'on se doit de voir et de revoir ce film incroyable qui est disponible gratuitement sur le site web de l'Office national du film du Canada. Imaginez-vous, ils ont effectivement financé ce film. Alors, Monsieur Rose, d'où vous est venue cette inspiration? Ben, moi, c'est sûr que c'est une histoire que je porte depuis toujours. Je suis né en 87, donc 17 ans après la crise d'octobre. Donc, mon père avait fait de la prison. Moi, le père avec qui j'ai grandi, c'était pas le Felquier, c'était le père de famille, c'était le syndicaliste. Mais la crise d'octobre, c'était pas quelque chose que je pouvais parler avec lui directement. J'en parlais plus avec ma mère. Ça avait commencé à se faire peut-être plus quand j'étais jeune adulte, mais on avait une passion commune qui était la généalogie. Quelque chose que j'ai développé assez jeune, puis ça nous a rapprochés. Puis le temps que j'ai passé avec lui à découvrir un peu l'histoire de notre famille, des ancêtres, j'ai un peu compris un peu plus mon héritage, on va dire, ouvrier, et ça m'a amené à comprendre qu'est-ce qu'elle a amené à la crise d'octobre aussi. Puis
J'avais commencé plus tard, là, quand j'étais jeune adulte, à élaborer un projet avec lui. Malheureusement, il est décédé vraiment très tôt dans le processus, ce qui fait que là, je me suis dit, je sais pas comment je vais attaquer ce film-là, mais je me suis retrouvé avec des centaines et des centaines d'archives. Mon père ramassait tout. Il y avait des films de famille, il y avait des cassettes que lui avait envoyées à sa mère quand il était en prison. Donc, je me suis retrouvé avec cette matière-là, et c'est peut-être comme ça un peu que j'ai eu la piqûre des archives. Donc, tu sais, peut-être un des plus gros regrets que j'ai dans la vie, c'est pas pu avoir fait une entrevue de fond avec mon oncle, mais je me suis rattrapé avec le reste de ma famille. Tu sais, j'ai passé peut-être une semaine chez mon oncle Jacques, qui est pilier du documentaire, qui est le frère de Paul, avec qui ont vécu toute la crise d'octobre. Donc ça a été un moment très intime entre moi et mon oncle. Tu sais, lui, il a toujours été réticent à parler des événements d'octobre. J'ai pu le convaincre parce que lui avait besoin de bras, il faisait des travaux. Puis là, j'ai un peu marchandé. J'ai dit, je vais t'aider à faire tes rénaux, mais il faut que tu me donnes au moins 1 heure d'entrevue par jour. Oui, je me souviens bien. Et c'est ça que ça a donné un peu la base du film, où on voit qu'on travaille à la maison, il me donne les échanges. Tu sais, j'ai échangé avec le reste de ma famille, ou des figures historiques comme Jacques Lautaux, Lise Belsay. Donc, il y avait la démarche des témoignages, donc comme tu dis, une quête de mémoire, parce que je sais que quand quelqu'un décède, c'est une mémoire qui s'éteint. Donc, j'avais cette volonté-là, et vu que j'avais eu la piqûre des archives, tu sais, souvent, la crise d'octobre, l'enjeu, c'est que c'est souvent les mêmes archives qu'on voit dans les médias. Donc, j'ai travaillé pendant des années à aller dans des fonds d'archives, à numériser des trucs inédits pour qu'on voit des images qu'on n'avait jamais vues, pour créer une espèce de relecture de la crise d'octobre et amener une perspective plus familiale. Parce que, tu sais, mettons, les frères Rose, tu sais, on les a longtemps présentés comme des bonhommes 7 heures. Mais quand on voit d'où il vient, quand on voit l'importance de la mère, tu sais, les valeurs, la solidarité, tu sais, le milieu dans lequel on grandit, là, on se pose des questions, parce que si, mettons, on se dit c'est juste des violents ou des terroristes, on se pose pas de questions, c'est des méchants. Mais là, en voyant que c'est des gens ordinaires, avec des belles valeurs, qui sont amenés à se radicaliser comme ça, là, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui les a amenés à aller aussi loin? Et puis là, ça revient à ce qu'on parlait tantôt, la répression, l'humiliation. Tu sais, mon père, mon oncle, eux, ils étaient destinés à travailler à la Red Patch Sugar. Quatre générations de Roses avaient travaillé là. Leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père. Eux, à 14, 15 ans, ils vont là. Puis ils disent non, c'est pas vrai, on veut pas travailler là, ça n'a pas tout ça de notre vie. Donc, il y a comme, tu sais, ils ont vu l'humiliation de leurs parents qui se faisaient parler en anglais, qui avaient des salaires de misère. Puis là, vu que ça a été comme mon père, il était, grâce aux réformes de l'éducation, tout ça, ça a été les premiers, on va dire, à aller aux études supérieures. C'est sûr que comme eux, ils pouvaient verbaliser la souffrance de leurs parents parce qu'ils comprenaient les concepts, comment ça fonctionnait dans le monde, justement, qu'est-ce qui s'était passé à Cuba, etc. Donc, c'est là que c'est montrer le processus, qu'est-ce qui amène à ça. Puis comme je te dis, mon père n'est pas rejoint la FLQ du jour au lendemain. Au début, il est devenu manifestant, il se faisait tabasser. Tu sais, comme la maison du pêcheur, c'était un lieu d'échange politique où les jeunes pouvaient s'approprier le territoire parce qu'à l'époque, si tu n'avais pas 20$, tu pouvais pas rentrer dans la ville de Percé. Eux, ils ont acheté une grange, ils ont fait une espèce de lieu culturel où les jeunes pouvaient profiter de notre territoire. Le monde n'y allait pas en Gaspésie. Puis, qu'est-ce qui se passait? Il y avait de la répression. Il y a la ville, ils ont attaqué parce que les commerçants ils étaient pas contents. Ils disaient que ça nuisait aux touristes qui étaient principalement américains. Ils ont arrosé avec des arrosoirs. Tu sais, c'était quand même violent. Même mon père et d'autres personnes disaient tant qu'on a les canaux de communication, tant qu'on peut s'exprimer démocratiquement, on va le faire. Le déclic, en tout cas pour ce qui est de mon père, c'est quand Jean Drapeau a dit on n'a plus le droit de manifester à Montréal à part pour des célébrations sportives. Là, il y a des gens qui se sont dit, mais là, nous, on a juste la rue. Tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans le temps, là, c'était la rue, la façon de communiquer. Donc, si on nous l'enlève ça, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité, c'est la violence, et c'est là qu'on commençait à s'organiser.
puis en s'inspirant un peu de ce qui se passait en Amérique latine, en disant, tu sais, eux, ils voulaient pas mettre de bombes, parce qu'ils disaient, des bombes, c'est arrivé, les cellules les réseaux du FLQ qui précédaient, eux, ils avaient mis des bombes, puis il y avait quand même des gens qui étaient morts, des innocents, que ce soit des gardiens nus, tout ça. Eux, ils disaient, nous, on va enlever des gens qu'on considère responsables de notre oppression, et le FLQ, à la base, il avait jamais pensé enlever le ministre Pierre Laporte. Il disait, on va enlever un ambassadeur américain puis britannique parce que il y avait l'impérialisme américain, il y avait toute la monarchie britannique qui est encore plus présente dans le temps. Et pour eux, c'était comme enlever des symboles de notre oppression. Et finalement, le premier réseau, celui de Jacques Langto, ils ont enlevé un diplomate britannique. Et parce que faut comprendre, il y a un contexte. Mon père, qu'est-ce qu'on appelait avant, c'était la cellule Chénier, la cellule Libération, dont le réseau, on va dire, des Frères Roses, et l'autre réseau, c'était Langto. C'était un groupe. Mais il y avait un groupe qui trouvait que il fallait passer à l'action vite, et l'autre disait qu'il fallait s'organiser. Donc, ils se sont séparés. Le groupe de Langto a enlevé de façon précipitée le diplomate britannique James Cross, que a amené à la crise d'octobre, et le groupe de mon père, la cellule Chénier, qui ont pris la nouvelle quand il était au Texas, parce qu'il allait chercher des armes. Là, ils ont vu que la crise d'octobre était déclenchée et que le gouvernement refusait de négocier parce que il y avait un diplomate britannique qui n'avait pas assez de poids dans la balance. Donc, ils sont retournés en urgence et comme leur plan initial, c'était enlever un ambassadeur américain, mais là, toutes les ambassades étaient protégées. Les ambassades américaines étaient sur l'île des Sœurs, donc le pont était protégé. Donc, ils ont eu l'idée d'enlever Pierre Laporte parce que tout le monde savait, tu sais, mon père venait de la Rive-Sud, où habitait Pierre Laporte à Saint-Lambert, son nom était sur la plaque, et Pierre Laporte était le vice-premier ministre. Et le premier ministre en fonction, parce que Robert Bourassa, le premier ministre, était parti en voyage d'affaires à New York, et Bourassa et Laporte avait dit la ligne dure. Il avait dit on ne négocie pas la FLQ, donc ils ont décidé de l'enlever, donc ils ont enlevé M. Laporte. Donc c'est comme ça que la crise d'octobre s'est précipitée, tu sais. Oui, puis même pour avoir lu beaucoup sur le sujet, une autre des raisons qui a convaincu la cellule Chénier de ne pas enlever l'ambassadeur américain était le fait qu'il habitait une maison beaucoup trop grande qui posait un défi technique trop important pour, vous l'avez dit, là, le temps qu'il bénéficiait pour planifier cet attentat. Monsieur Rose, 5 ans après la sortie de votre film, là, comment voyez-vous l'évolution de la mémoire collective autour de la crise d'octobre? Est-ce que, selon vous, les nouvelles générations sont en mesure de comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que nous sommes parvenus à être en mesure d'aborder ce moment charnière de notre histoire sans le banaliser ni le diaboliser? Ben, c'est sûr que c'est particulier parce que la crise d'octobre, comme je dis, c'est une espèce de trauma collectif. Et si on le compare à d'autres événements historiques, mettons la conquête, c'est assez anecdotique si on le compare à la conquête. Mais pourtant, la crise d'octobre est l'événement qui a été le plus traité par les historiens, par les cinéastes. Il y a eu beaucoup plus de films sur la crise d'octobre que sur la conquête. Donc, ça montre à quel point que ça l'a marqué les artistes de l'époque, les réalisateurs de l'époque. Et ça a généré une multitude de films, ce qui fait que la crise d'octobre occupe une place assez importante dans notre mémoire collective, tellement importante que ça l'a peut-être des fois occulté d'autres événements. Tu sais, moi, mon film le plus récent, qui est sur une crise linguistique, la bataille de Celle-au-Nord, se passe quelques mois avant la crise d'octobre. C'est une crise quand même assez spectaculaire, mais qui a été complètement oubliée parce que la crise d'octobre est encore beaucoup plus spectaculaire avec les enlèvements, les chasses à l'homme, la loi des mesures de guerre. Donc, c'est sûr que ça a laissé une empreinte et moi, je l'ai vécu dans les anniversaires. Je dirais que les premières années, ça a été difficile parce que c'est un trauma et la majorité des acteurs étaient vivants. Donc, je disais que, mettons, les 10e anniversaires, tu sais, nous, on aime ça, les chiffrons, les 20e. Moi, je me souviens du 30e anniversaire en 2000.
Donc, c'était quand même, c'était encore très controversé, très polarisant. On se souvient que Pierre Falardeau, il avait eu de la misère à financer son film Sa crise d'octobre. Ça s'est rendu au Parlement à Ottawa. Donc, aujourd'hui, je dis pas que ça n'existe plus, ça peut faire encore la controverse, mais moins parce que il y a beaucoup d'acteurs de l'époque qui sont plus là et il y a un recul de temps. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas nées en octobre 70, là. Donc, ça devient, la distance historique fait que il y a un recul il y a peut-être on est un peu plus objectif par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a des témoignages aussi, il y a des langues qui se sont déliées. Moi, j'ai fait Les Roses, j'ai fait une autre série aussi documentaire sur la FLQ, où j'ai pu rencontrer des FLQistes qui s'exprimaient pour la première fois parce que là, ils étaient assez âgés, ils n'avaient plus rien à perdre, tandis qu'avant, ces gens-là, ils sont allés sur le marché du travail. Des fois, ils voulaient pas que leur passé FLQiste ressorte. Tu sais, il y avait eu des chasses aux sorcières. Thomas Vainqueur, il avait fait des chasses aux sorcières des années 90, où il y avait des gens qui avaient des postes au gouvernement ou à l'UDA, qui ont découvert un passé felkiste, puis là, justement, on voulait que ces gens-là, ou des juges qui perdent leur job. Donc, j'ai le sentiment qu'on n'est plus là aujourd'hui. J'ai le sentiment que les jeunes s'intéressent au moment. Là, si je parle il y a 5 ans, moi, on m'avait dit, tu vas voir un film Sa crise d'octobre, ça va juste attirer les têtes blanches. Mais Les Roses, ça a été un succès de jeunes. Tu sais, les propriétaires de salles, premièrement, c'était un gros hit. Tu sais, c'est rare qu'un documentaire se rende au top 5 du box-office québécois. Ça a vraiment été un succès inattendu. Et je vous en félicite. Les jeunes étaient au rendez-vous. Et un peu l'espèce de compte-rendu que j'avais d'eux, c'est que ils venaient souvent me voir après, puis ils me disaient, mais comment ça, on connaît pas cette histoire-là? Comment ça, on nous l'a pas raconté? Donc, il y avait comme une curiosité, c'est souvent on a un peu préjugé de dire, les jeunes s'intéressent pas à l'histoire, mais moi, c'est pas l'analyse que je fais. J'ai l'impression que il y a peut-être pour toutes sortes de raisons, il y a comme une transmission qui se fait mal au Québec. Peut-être des fois on a honte de certaines histoires, pourtant on a plein de raisons d'être fiers, mais ces raisons d'être fiers, on les connaît pas toujours, on les transmet pas toujours. Donc, je sentais que les jeunes avaient un grand intérêt par rapport à cette histoire-là, par rapport à la crise d'octobre. En tout cas, c'est ça que j'ai senti il y a 5 ans quand j'ai sorti mon film. Très intéressant. Monsieur Rose, si vous le permettez, on va aller à la dernière pause musicale, alors que c'est fou, là. L'émission se déroule à la vitesse grand V. J'imagine que c'est parce que c'est des plus intéressants. Cette pause musicale, dans le fond, durant celle-ci, nous entendrons la chanson Demain nous appartient de Stéphane Venn, mais cette fois interprétée par un collectif. Des terres et des villes, revenez chez vous, car vos terres et vos villes ont besoin de vous. Ensemble on peut le faire, le pays qu'il nous faut, grand comme le grand air et fort comme l'eau. Les années de silence, on les remplacera par des chants et des danses qu'on inventera. Le temps de l'impuissance ne reviendra jamais, car notre temps commence aujourd'hui pour vrai. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, c'est vraiment on y tient. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, c'est vraiment on y tient. Il naîtra de nos âmes le pays qu'il nous faut. Il naîtra de nos âmes et il sera beau. Aussi fort que la terre, aussi fort que le bois, il sera comme nos pères espéraient qu'il soit. Nous disons à nos pères que rien ne fut en vain et qu'ils n'ont pas la guerre travaillé pour rien. Aujourd'hui on le fait, le temps qui s'en vient. C'est toujours
Quelle belle chanson et quel drôle d'hasard qu'elle soit diffusée la veille de la journée où le gouvernement du Québec va déposer un projet de loi qui dotera, du moins je l'espère, le Québec de sa première véritable constitution. Un geste d'autodétermination très fort, alors qu'on rappelle que la nation du Québec, à partir d'aujourd'hui, peut toujours définir son avenir, ou du moins à partir depuis un certain temps. On a quand même eu des référendums sur notre avenir national, de même qu'un troisième pan-canadien concernant l'accord de Charlottetown, qui n'a pas passé, bien évidemment. Monsieur Rose, afin de conclure cette passionnante entrevue, on a beaucoup parlé de la crise d'octobre, on a évidemment parlé du film Les Roses, et d'ailleurs, là, vous avez dit, vous avez été dans les films d'archives, puis votre père avait enregistré tout. Moi, j'en revenais pas lorsque je visionnais votre film, à quel point vous aviez trouvé des archives, notamment, par exemple, lorsque Monsieur Rose quitte la prison où on l'avait emprisonné, là, suite, vous l'avez dit, là, aux plaintes, par exemple, déposées par les commerçants de Percé concernant la maison du pêcheur. On aurait vraiment dit que votre père préparait le terrain pour que vous puissiez produire le meilleur film documentaire qui soit. Maintenant, est-ce que vous avez parlé rapidement là du film documentaire que vous venez toujours tout juste de produire, qui porte sur une crise qui a été oblitérée, mais qui est d'une importance fondamentale, là, alors que c'est de cette crise de Saint-Léonard d'où origine finalement l'adoption de la loi 101. M'est avis que tout le monde se doit de voir et de revoir ce film qui pourrait être riche d'enseignements pour faire face à la prochaine crise identitaire qui est en train ou qui va sous peu, à mes yeux, se dérouler sous nos yeux. Sur quoi vous planchez à l'heure actuelle, Monsieur Rose, qu'on puisse deviner un peu l'avenir, ce qui nous attend, et surtout qu'on puisse se préparer en vue de votre prochaine visite à la Maison du cinéma? Ben, moi, c'est sûr que comment que j'imaginais ça, c'est que pour moi, la bataille de Saint-Léonard, c'était un peu une suite thématique de Les Roses, parce que pour cette époque-là, on va dire la fin des années 60, début des années 70, c'est là qu'on a vraiment flirté avec la violence politique, et on a eu 3 crises majeures, qui est la crise d'octobre, la crise linguistique, et la troisième crise, c'est la crise syndicale. Tu sais, on se souvient qu'il y a eu un front commun, il y a eu l'arrestation des chefs syndicaux. Il y a eu beaucoup de grèves pendant les années 70, notamment l'United Aircraft, qui est Pratt & Whitney aujourd'hui. T'avais le textile, t'avais le Week-end rouge, les pompiers. Donc là, je suis en train de creuser cette époque-là présentement, tu sais. Et qui est probablement le dernier épisode, parce que comme je disais, quand le PQ arrive en 76, ça met fin aux revendications syndicales, linguistiques et nationalistes, parce qu'on dit on va régler ça de façon démocratique. Est-ce que vous pensez qu'on a réussi à régler le tout de manière démocratique? Ben moi je pense pas qu'on a tout réglé. Je pense que le pays on l'a pas. Puis tu sais quand on parle de tricherie, tu sais je pense en 95 ça a été bien documenté. Il y a eu une commission. Comme quoi que c'était pas une bataille qui était juste parce que le camp du non a mis beaucoup plus d'argent que le camp du oui. Donc oui, tu sais, il y a encore des tricheries, mais en même temps, moi je continue à penser que on peut arriver à nos fins dans ce système-là. C'est juste que faut s'attendre à ce que l'opposant ou le fédéral ne soit pas toujours de bonne foi. Tu sais, puis ça, notre histoire l'a montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas toujours de bonne foi. Donc oui, encore la lutte qui a été entamée dans cette époque-là est à faire. Puis moi, mon père m'avait dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, il n'y a pas de révolution spontanée. Il dit, nous, avant nous, il y a des gens, il y avait eu les patriotes, nos parents, ils avaient posé les premières pierres. Nous, on en a posé des nouvelles pierres, puis c'est à vous, les prochaines générations, d'en poser de nouvelles encore, tu sais. Une société, c'est toujours en construction, tu sais, c'est toujours en évolution. Donc, non, il y a encore des luttes qui ont été entamées dans cette époque-là, qui sont encore poursuivies aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était le très prometteur, mais déjà accompli réalisateur cinéaste, Monsieur
Félix Rose, avec qui on a eu le bonheur de revenir sur un des moments historiques les plus marquants de l'histoire du Québec, un moment qui a encore des conséquences aujourd'hui. Par exemple, je pense au procès Gaétan Dostie, où les tribunaux fédéraux ont jugé là, qu'il était tout à fait normal que les droits et libertés de ce dernier, évidemment comme celle de plusieurs centaines de Québécoises et Québécois aient été bafoués. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps pris le temps de participer à cette émission. Puis surtout, Monsieur Rose, au nom du Québec, je tiens à vous remercier de contribuer à éduquer les Québécoises et les Québécois sur leur passé. Vous avez ce don de pouvoir traduire en images et aussi de pouvoir parler d'enjeux extrêmement sensibles qui pourraient faire l'objet de dérapages, mais grâce à votre immense talent, vous réussissez à traiter, et cela en toute légitimité. Franchement, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites, tant pour le cinéma québécois que pour le Québec de manière générale. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir, et mesdames et messieurs, en fait, je tiens à vous saluer, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en direct à partir de la radio, bien évidemment, mais aussi du site web de CFLX au cflx.qc.ca. C'est un site qui vous permet aussi d'écouter vos émissions préférées en rediffusion grâce à la merveilleuse technologie des podcasts. Et on se revoit dans exactement 2 semaines pour parler cette fois-ci d'un autre sujet des plus politiques, soit le 30e anniversaire du référendum de 1995. D'ici là, prenez soin de vous et au plaisir à nouveau de participer avec vous à faire en sorte que les Québécoises et les Québécois soient davantage éduqués et informés par rapport à leur statut sociopolitique. À bientôt!